Avant de commencer, je vous invite à vous abonner sur notre chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche de notification et à surtout mettre un j'aime et à partager. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la team 2-0. Avec vous, comme d'habitude, Francis à la présentation. Et aujourd'hui, je suis accompagné de mes deux experts. Mon premier a pour amour de jeunesse le FC Barcelone, mais une fois qu'il a pris de la maturité et qu'il a pris de la sagesse, il s'est marié avec le Paris Saint-Germain. Quoi de neuf, docteur? Salut la team 2-0, bonsoir Francis, bonsoir Steve, j'espère que vous allez bien. Mon second est tout simplement un inconditionnel et un homme fidèle au Real Madrid. Il a toujours été amoureux de ce club. Malheureusement, ce week-end, c'est-à-dire le samedi, il a été trahi par l'amour de sa vie, qui a tout simplement offert son derrière à l'Atlético de Madrid. Salut Stevie. Salut Francis, salut à toute la team 2-0. On restera toujours amoureux, même si cette équipe nous fait souvent souffrir. Mais bon, on est là, on est debout. D'accord, c'est parfait. Alors, au sommaire de cette émission, nous allons donc nous consacrer sur le choc entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Et par la suite, nous aurons les pronos de ce match. Avant de commencer, les gars, j'ai un petit quiz pour vous. Voilà. Ça sera la 12e confrontation en Ligue des Champions entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Il faut savoir que le Barça, c'est le club que le PSG, depuis l'arrivée des Qataris, a le plus affronté en Ligue des Champions. Donc là, j'ai un petit quiz pour vous, histoire de voir si vous êtes réellement des experts. Vous êtes prêts, les gars? Allons-y. D'accord. Je suis un joueur brésilien ayant évolué au FC Barcelone de 2009 à 2012. Par la suite, j'ai rejoint le Paris Saint-Germain où j'ai évolué pendant 5 années avant de prendre ma retraite. Qui suis-je? Tu peux reprendre. Je suis un joueur brésilien qui a évolué au FC Barcelone de 2009 à 2012. Par la suite, j'ai rejoint le Paris Saint-Germain de 2012 jusqu'en 2017 où j'ai pris ma retraite. Qui suis-je? Maxwell. Très bonne réponse de Dr. B. Stevie, il va falloir te réveiller. Je sais que le FC Barcelone n'est pas ta tasse de thé, mais à un moment donné, il faut défendre l'honneur des Madridistas. Non, ça va aller. Donc là, c'était un peu facile. On va passer au niveau moyen. Je suis un joueur espagnol ayant évolué au FC Barcelone de 2001 à 2002. Mais au cours de la saison où j'étais au FC Barcelone, j'ai été prêté au Paris Saint-Germain. Qui suis-je? Fabregas. Ah non, qu'est-ce que je dis? Teta. Très bonne réponse. Décidément, Dr. B. Le Paris Saint-Germain, Ce sont mes deux mariages, mon frère. c'est décidément l'amour de ta vie. Alors, je suis un joueur français ayant évolué au FC Barcelone de 2004-2007. Par la suite, j'ai fait une pige en Italie et j'ai rejoint le Paris Saint-Germain de 2008 où j'ai évolué jusqu'en 2011. Qui suis-je? Joli. Très bonne réponse de Dr. B. Non, mais franchement, TV, J'ai même pas le temps de réfléchir. franchement, là, c'est une défaite cuisante. Oh non, oh purée. Bon, on va faire un dernier, histoire de sauver l'honneur pour Stevie. Je suis un jeune joueur français. J'ai évolué au Paris Saint-Germain de 2013 à 2016. Par la suite, j'ai fait des piges dans d'autres clubs et j'ai rejoint le FC Barcelone de 2016 à 2018. Qui suis-je? Ah merde, aïe, ça va. Luka Dieng. Parfait, très bonne réponse, je sauve l'honneur. Oui, monsieur. Bravo Stevie. En fait, tu sais, j'ai hésité, mais c'était l'inverse. J'ai hésité avec Xavi tout le monde. Mais je me suis dit, non, il est plutôt formé au FC Barcelone. Bravo, très belle réponse de Steve Joy qui sauve l'honneur. Décidément, ces derniers temps, il fait pas bon être madridista puisqu'on se prend tout le temps des branlées. Victoire de Dr. B qui remporte sur le score de 3-1 ce mini-quiz. Donc là, nous allons passer directement au match des Galactiques qui aura lieu ce mercredi. La guerre des étoiles aura donc lieu entre le FC Barcelone qui va recevoir le Paris Saint-Germain. Dr. B,
Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette guerre des étoiles va se dérouler sans les étoiles qui brillent le plus. Bah, écoute, on attendait juste le moment où ça allait arriver parce qu'on le savait tous au vu de la saison, au vu de la saison dans laquelle sortent les Parisiens. C'était sûr que ça allait arriver. On se demandait juste, voilà, quand c'est juste arrivé au pire moment, si on peut dire ça comme ça. Mais je suis optimiste parce que je me dis, plus tôt ça arrive dans la saison, mieux c'est parce qu'on aura le temps de récupérer ces joueurs cadres au moment où on en aura le plus besoin parce que là, ce n'est que le deuxième match de ligue de phase de poule. Pendant la phase d'élimination directe, ce sera compliqué. Donc, c'est vrai qu'il faut déjà qu'on passe. Mais je pense que voilà, avec l'effectif qui reste, ça pourrait faire l'affaire. Je pense que voilà, les Barcelonais sont un peu trop optimistes. Quant au match de demain, voilà, il faut craindre un peu le collectif qui est mis en place par Luis Enrique. Il n'y a pas que les individualités. Donc, attention. D'accord. Stevie, lorsque l'on sait que ces deux équipes sont certainement les deux meilleures équipes d'Europe depuis la saison dernière, est-ce que le fait qu'il y ait autant de blessés ne gâche pas un peu la fête? Pas forcément, hein. Je pense que, comme Bruce l'a dit, c'est un début de saison. Ce n'est que le deuxième match de Ligue des Champions. Ça ne gâche pas vraiment la fête parce que c'est toujours deux grandes équipes, deux grosses équipes qui ont montré la saison dernière qu'ils sont les top 2 en fait de du monde actuellement. Donc même il y aura des manques comme Dembélé ou Désiré Doué, mais ça reste un match de prestige et je pense que les deux équipes vont gagner ce match. Donc je pense qu'on aura un très beau match un très beau match de Ligue des Champions. D'accord. Alors, lorsqu'on voit la liste des blessés du côté du Paris Saint-Germain, qui aura donc Ousmane Dembélé, le Ballon d'Or, qui sera forfait, Désiré Doué, le double buteur en finale, qui sera forfait, le capitaine Marquinhos sera forfait, et on a les incertitudes par rapport à Vitinha et Visca Kvaratskhelia, ainsi que João Neves, dont on n'est pas sûr qu'il pourra revenir à temps pour ce match-là. Du côté du FC Barcelone, à part l'absence de Rafinha, meilleur buteur de la saison précédente de Ligue des Champions, et celle du gardien Johan Garcia, le reste des absences sont moins préjudiciables. Dr B, de par les absents du côté du Paris Saint-Germain, est-ce que finalement, le club qui a le plus de pression, ce n'est pas le FC Barcelone? Bon, je me dis qu'ils ont obligation du résultat parce que déjà, ils jouent à la maison. En plus, le Paris Saint-Germain, il est un peu diminué par les blessures. Et puis, voilà, on sait bien tout le tapage médiatique qui a été fait l'année dernière. En mode, voilà, ils auraient été la meilleure équipe. Nul n'aurait été l'élimination de l'Inter de Milan. Je pense qu'ils ont encore un rêve à Serbie, notamment. Ils pensent que voilà, le Paris Saint-Germain a pris une Ligue des Champions qui leur était destinée. Donc, ce sera à eux de le prouver demain. Le Paris Saint-Germain n'a absolument rien à prouver. Donc, logique pour moi, je te rejoins là-dessus. Je crois que le FC Barcelone a plus de pression. Stevie, de ton côté, est-ce que tu penses que c'est le FC Barcelone qui a plus de pression ou alors les deux équipes ont autant de pression l'une que l'autre? Par rapport à la pression, moi je me dis la pression elle sera partagée vu que Barcelone est en train de montrer réellement que c'est elle la meilleure équipe et tout, et le PSG veut assouvir aussi sa domination. On me dit que vous avez échappé en finale, donc on vous montre que bon, même si vous étiez en finale, on va vous donner votre dose. Donc je pense que il n'y a pas de une équipe qui a vraiment une pression particulière, mais c'est juste la pression du match en fait. Donc c'est pour ça qu'il y aura, je pense, beaucoup d'intensité. Au-delà du fait que la pression est plutôt partagée, selon tes dires, Stevie, il y aura des confrontations clés lors de ce match-là, parmi lesquelles la confrontation entre Lamine Yamal et Nuno Mendes, voilà. Lors de la précédente confrontation entre les deux équipes lors de la saison, si je ne m'abuse, 2023-2024, Lamine Yamal avait plutôt pris le dessus sur Nuno Mendes, que ce soit à l'aller
comme au retour lors de sa passe décisive pour Rafinha. Mais par la suite, ils se sont rencontrés lors de la Ligue des Nations en finale et Nuno Mendes a pris le dessus. Dr B, est-ce que tu penses que cette confrontation entre les deux hommes sera l'une des confrontations clés pour la victoire finale dans ce match? Bien évidemment, quand on sait tout le danger que représente Lamine Yamal, qui est depuis le début de la saison décisif à chaque match, ce n'est qu'évident. Et puis, ce n'est plus les mêmes hommes hein, que lors de la première confrontation Paris-Barcelone en 2024, si je ne me trompe pas. Oui, C'est bien ça. Donc, l'un et l'autre ont bien progressé. Lamine Yamal, il a gagné en maturité. Son jeu, il est devenu plus flamboyant. Et Nuno Mendes également progressé sur le plan défensif. Parce qu'offensivement, voilà, il avait déjà tout prouvé. Donc, c'est toujours, c'est pour ça qu'on aime ce sport, pour ce genre de duel, pour ce genre de choc. Et puis, voilà, c'est plutôt dommage. Je ne sais pas si l'absence de Rafinha est confirmée pour le choc. Il est forfait pour 3 semaines. Ah, c'est dommage parce que de l'autre côté aussi, ça aurait été une affiche électrique entre Hakimi et lui. Donc, je pense que ce sera l'un des tournants du match, bien évidemment. D'accord, Stevie. Lamine Yamal aura à cœur de se venger après la perte de son ballon d'or. Est-ce qu'on peut dire que Nuno Mendes aura du travail? Forcément qu'il aura du travail vu le talent de Lamine Yamal. Donc, ce match, ça sera vraiment un autre match dans le match parce que chacun voudra montrer, asseoir vraiment sa domination. C'est vrai que lors de la Ligue des Nations, Nuno Mendes a quasiment mangé Lamine Yamal durant tout le match. Et Lamine, je pense qu'il voudra aussi montrer que, s'il n'a pas été ballon d'or cette année, le ballon d'or ne lui échappera pas l'année prochaine. Donc, je pense que ça sera vraiment un duel à regarder de très près. D'accord. Une autre clé du match, étant donné que Rafinha est absent, mais lorsqu'on a la possibilité d'avoir comme remplaçant à Rafinha Marcus Rashford, il va donc se confronter au meilleur latéral droit du monde, alias Achraf Hakimi. Dr B, selon toi, qui part favori dans ce duel entre les deux? Ah bien sûr, Hakimi, frérot, tu l'as dit, c'est le meilleur latéral droit. Donc, s'il ne part pas favori contre Marcus Rashford, sans bien sûr vouloir lui manquer de respect, ce serait un doute euphémiste. Voilà, être favori ne veut pas dire pour autant qu'il gagnera tous les duels. On sait les qualités de Marcus Rashford, connaît sa rapidité, sa pointe de vitesse et surtout son intelligence dans le jeu. Mais voilà, la saison que vient de faire Hakimi nous oblige à le mettre en position ou en posture de favori s'il y avait un duel entre les deux. Stevie, Rashford a donc intégré l'effectif du FC Barcelone en prêt de Manchester United. Pour l'instant, il a plutôt des prestations, je vais pas dire mitigées, mais on sent qu'il ne respire pas le même football que ses coéquipiers. Est-ce que là, avec l'absence de Rafinha, il a une possibilité à travers ce match de pourquoi pas semer le doute dans la tête d'Hansi Flick? Semer le doute, je pense pas parce que on connaît ses qualités. Je pense pas que Barcelone a aussi pris pour d'autres qualités en venant peut-être remplacer Rafinha parce que je pense qu'à Barcelone, depuis la saison dernière, le meilleur joueur de Barcelone, c'est Rafinha pour moi. Donc, je me dis, il a juste une carte à jouer pour pouvoir entrer dans la rotation en l'absence de certaines cartes comme les Rafinha, comme Lewandowski, comme tous ces gars-là. Donc, qu'il joue juste sa partition et il aura du temps du jeu, tout simplement. Un autre duel qui est assez attendu, c'est justement le duel du milieu de terrain entre la doublette Pedri, Frenkie de Jong, qui sera certainement confronté à la doublette Vitinha, Fabian Ruiz, au cas où João Neves n'est pas présent. Dr B, il est clair que le match se joue au milieu de terrain. Clairement, là, ce sera vraiment, mais alors vraiment électrique. Parce que là, tout dépendra du milieu de terrain qui
sera aligné par Luis Enrique. Et s'il a son milieu de terrain titulaire, là, alors ça va être l'un des plus beaux matchs de la saison à coup sûr. Parce que là, le double pivot De Jong, Pedri, c'est quelque chose, hein. C'est, 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 c'est vraiment du lourd. Et de l'autre côté, on a João Neves, Vitinha et Ruiz qui sont de plus en plus rodés. Ce sera vraiment difficile. Peut-être 80% du match se jouera là, à mon avis. Et Stevie, étant donné que c'est un match dans les matchs et même dans les duels de milieu de terrain, il y a deux joueurs qui apparaissent fortement comme les meilleurs joueurs dans ce secteur de jeu. Ça sera certainement la confrontation entre Pedri Gonzalez, 11e au Ballon d'Or, et Vitinha, 3e au Ballon d'Or. Stevie, ce sera l'occasion pour nous de voir qui est réellement, pourquoi pas, le meilleur milieu de terrain du monde dans ce match-là. Ou non, oui, non. Bon, ces comparaisons-là, chacun a ses qualités aussi, hein. Chacun a ses qualités, chacun a son style particulier. C'est vrai ils jouent à peu près, ils ont à peu près le même rôle dans leurs équipes respectives. Mais chacun a ses qualités. Donc, moi, je vais pas entrer dans ces débats-là, mais milieu de terrain du monde et tout, je vais pas rentrer là-bas dedans. Parce que c'est quand même deux joueurs que j'apprécie, malgré qu'ils ne soient pas dans mon équipe à moi, C'est normal que tu mais les que j'arrive. apprécies, tu n'as que des pieds carrés au Real Madrid au milieu de terrain. Non, non, pas forcément. Mais ce sont des joueurs quand même qui respirent le football, on sent que quand ils sont là, quand ils sont dans une équipe, ils apportent un plus. Ils sont toujours en train de faire des propositions, d'avoir une qualité technique incroyable qui est au-dessus vraiment de la norme et tout. Donc, je pense réellement quand même qu'il y aura un autre match dans le match. L'équipe qui réussira à dominer le milieu de terrain, je pense que va gagner le match. Et Barcelone surtout, ils vont vraiment pouvoir vérifier sur leur méthode de hors-jeu là, être haut là et tout, si ça va vraiment fonctionner contre Paris. D'accord. Un autre joueur qui a énormément à jouer, il était titulaire au Paris Saint-Germain jusqu'à l'arrivée de Visca Kvaratskhelia et par la suite Désiré Doué a aussi pris sa place. Là, avec l'absence du prodige français Désiré Doué, Bradley Barcola a une possibilité de pouvoir inscrire son nom en termes de performance en Ligue des Champions, car pour l'instant, c'est plutôt de la Ligue 1 qui réussit à faire d'excellentes performances, mais en Ligue des Champions, ce n'est pas encore le cas. À travers ce duel contre celui qui est sans doute le deuxième meilleur latéral droit au monde, Jules Koundé, Dr B, est-ce qu'il y a un monde où Bradley Barcola a réussi à a réussi à dominer Jules Koundé? Bon, je crois que ça va être plus disputé de ce côté, hein. Parce qu'on a un Jules Koundé qui s'affirme de plus en plus parmi les meilleurs latéraux du monde. Mhm. Je pense que en la matière, et défensivement parlant, en dehors d'Hakimi, sont très peu qui peuvent le tutoyer en ce moment. Et puis de l'autre côté, tu as un Barcola qui est toujours en manque de régularité en Ligue des Champions, mais c'est loin d'être ridicule parce qu'on voit bien ce qu'il arrive à faire en Ligue 1. C'est voilà, d'un match à l'autre, je pense que ça peut basculer. C'est vraiment disputé et je pense que voilà, ça va se jouer à des détails près parce que dans la profondeur, Barcola il est capable de mettre en laisse les meilleurs défenseurs du monde. Alors, un autre joueur qui a aussi gros à jouer dans ce match-là, il s'agit de Gonzalo Ramos avec l'absence du Ballon d'Or et Ousmane Ballon d'Or et Ousmane Ballon d'Or. Gonzalo Ramos, super sub qui, à chaque fois qu'il entre en tant que remplaçant, réussit à planter des buts. Mais bizarrement, depuis qu'il est titulaire en remplacement de Ousmane Dembélé qui est absent, il n'a pas réussi à être convaincant, il ne réussit pas à marquer. Dr B, toi qui connais très bien le Paris Saint-Germain, est-ce que la défense du FC Barcelone et la tactique du hors-jeu prônée par Hansi Flick est un jeu qui peut convenir à Gonzalo Ramos? Bon, un jeu qui peut convenir à Gonzalo Ramos, je ne sais pas. Je ne le vois pas dans ce registre de profondeur. Il est plus participatif au jeu, il décroche beaucoup. Mais voilà, bizarrement, depuis un bon bout, depuis les blessures d'Ousmane Dembélé et Désiré Doué,
il arrive à avoir plus de temps de jeu, mais voilà, ça, c'est encore un peu laborieux, il peine à confirmer. C'est compliqué. Je me doute fort qu'il soit titulaire pour ce choc. Je pense que Luis Enrique partira sur du Mayolo, qui lui, voilà, continue de jouer avec assurance, de confirmer, voilà, même s'il ne marque pas, il est plus intéressant dans ce rôle de faux neuf. Je pense que Gonzalo Ramos est plus un neuf pur, ce Uh-huh. qui est compliqué à matcher avec le jeu prôné par Luis Enrique. Surtout que dans les matchs de Ligue 1 où il arrive à avoir du temps de jeu, il fait pas grand-chose. C'est un peu compliqué, mais disons que voilà, peut-être il faudra assumer juste que c'est un super, enfin, que c'est un très bon super sub et le mettre dans ce rôle-là. Je Stevie? pense que ça risque d'être compliqué parce que la défense centrale du Barça est quand même très coriace. Effectivement, Stevie, est-ce que tu penses que Gonzalo Ramos va réussir à tirer son épingle du jeu face à la défense du FC Barcelone? Par rapport à Gonzalo Ramos, je crois que son profil peut être intéressant dans la mesure où il pourra toujours attirer les défenseurs vers lui, vu que c'est un attaquant pur. Mhm. Donc, se placer entre les deux centraux, et vu que Barcelone est très haut, ils vont laisser les espaces derrière eux, ce qui lancera peut-être un Bradley, un Kvaratskhelia ou un Barcola dans le dos. Donc, je pense que ça peut marcher aussi avec lui dans ce match en particulier. Donc, à voir. D'accord. Alors, tout à l'heure, je vous ai demandé à tous les deux qui avait le plus de pression par rapport à ce match-là. Maintenant, eu égard de tout ce que vous avez donné comme élément et par rapport aux clés du match, qui a le plus à gagner? Comme je le disais tantôt, ce sont les deux équipes qui prônaient le meilleur football. Ce sont les deux équipes qui ont été le plus impressionnantes lors de la saison dernière. Voilà. Et il va de soi que le FC Barcelone va vouloir envoyer un message pour montrer que ce qui s'est passé l'année dernière n'était pas juste de l'euphémisme et qu'ils vont vouloir absolument remporter cette Ligue des Champions. Je crois que même en termes d'effectifs, ils ont un large effectif qui est prêt à combattre sur tous les tableaux. Et du côté du Paris Saint-Germain, ils ont tabassé, pour ne pas dire qu'ils ont massacré toutes les équipes. Et là, ils ont une possibilité de pouvoir mettre comme tableau de chasse le FC Barcelone. Donc, je commence par toi, Stevie. Selon toi, qui a le plus à gagner dans ce match-là? La victoire de quelle équipe? Même si ce n'est qu'un deuxième match de poule, pourrait être un message beaucoup plus important qu'une autre équipe. Euh, au moment actuel, je pense que avec tous les blessés qu'ils ont et avec le manque de peut-être de vraie profondeur de banc actuellement, si le Paris Saint-Germain gagne ce match, bah, je pense qu'ils enverront un gros message quand même pour dire que malgré le manque de joueurs, malgré les grosses, les grosses têtes, malgré les grosses têtes absentes, bah, on réussit toujours à jouer notre football et ça montrera qu'ils sont vraiment prêts à aller chercher le doublé. Docteur V, selon toi, qui a le plus à gagner? Bon, à mon avis, je pense que c'est le FC Barcelone qui a le plus à gagner. Pourquoi? Même si je trouve que c'est un léger avantage, hein, j'aurais dit du 55-45. Parce que je trouve que, voilà, comme j'ai dit à l'entame de ma prise de parole dès le début de l'émission, je pense que le Barça doit s'affirmer en Europe. Il domine totalement la Liga depuis la saison dernière. Et voilà, ils sortent de cette élimination malheureuse en demi-finale de Ligue des Champions. Ils n'ont pas participé à la Coupe du Monde des clubs. Donc, je pense qu'ils ont besoin d'envoyer un signal fort à l'Europe, à toute l'Europe. Et voilà, quel meilleur signal que de battre le tenant du titre. Comme l'aurait dit quelqu'un qui veut la place qui veut le trône doit battre le roi. Même comme c'est un Paris Saint-Germain diminué, je pense que le FC Barcelone a plus à gagner. Après, attention, je ne dis pas qu'ils vont gagner. Parce que le Paris Saint-Germain, je crois que le collectif parisien est très sous-estimé, surtout pour ce match. Je vois tout le monde envoie le FC Barcelone largement favori. Attention, le Paris Saint-Germain, pour moi, n'a pas grand-chose à perdre. Déjà qu'ils ont un effectif diminué, donc jouer librement, ça peut faire toute la différence. Attention.
D'accord. Alors, comme je le disais tantôt, les deux équipes, le Paris Saint-Germain a beaucoup plus affronté le FC Barcelone depuis l'arrivée des Qataris. Donc, il y a eu plusieurs matchs et plusieurs confrontations mémorables, historiques et légendaires entre les deux équipes. Stevie, euh, quand on te parle de FC Barcelone, Paris Saint-Germain, quelles sont les trois images qui te viennent le plus à l'esprit? Les trois images qui viennent à l'esprit, bon, je pense que même tous les fans de football auront toujours cette première image-là de la remontada, le 6-1 de Barcelone contre Paris. Je sais pas comment ils avaient fait déjà pour faire ce match. Je me pose encore la même question. Faut poser la question à Dr. B. Je sais pas comment ils ont fait parce que c'était quand même, L'arbitre. ah, laisser les choses de l'arbitre. Oh, il y a il y a les erreurs d'arbitrage dans tous les matchs. Donc, C'est ça veut juste dire que, que, par exemple, donc, ça veut dire J'avais que, oublié que l'arbitre était un coéquipier Ah, désolé les gars. d'accord, Stevie, donc, tu as dit la remontada ensuite. bref, il y a la remontada, comme image principale réellement. Comme deuxième image, le triplé de Mbappé. Contre Paris. C'était en 2021, 22? Oui, c'est Si ça. je me trompe. Pendant le Covid, en tout cas. Voilà. Oui, pendant le Covid et tout, le triplé de Mbappé, c'était aussi une très grosse image qui montrait qui faisait encore entrer Mbappé ça montrait encore qu'il prenait déjà, l'aura d'un grand joueur. En tout Et, cas, j'attends toujours une image de Kylian Mbappé au Real Madrid. Mais bon, vas-y. on l'attend toujours, on l'attend tous. Et comme troisième image, je me rappelle d'un but mémorable de Javier Pastore sur le côté là. C'était je pense que c'était 2-2 ce match-là. Ce match a fini 2-2. Un but C'était à partout. Paris. C'était au Nou Camp. C'était à Paris? Non, c'était à Paris. Ah, C'était d'accord. à Le match Paris. aller alors. Avec Carlo Ancelotti. Le match aller, oui. Oui, le match aller. Je pense que le match aller, c'était 2-2. Avec un but sur le point, pratiquement sur la ligne de corner là. Il a fait, non, c'est une des images qui me revient quand même, une des images fortes. Parce que c'était un nouveau pari. Donc, et il était en train de venir, de se faire voir en Europe déjà. Donc, c'est l'une des images aussi qui m'a le plus marqué. Dr. B, quelles sont les trois images, si c'est possible, des confrontations entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone qui t'ont le plus marqué? Bah, logiquement, la remontada en numéro 1. Déjà, juste une question, la remontada, tu étais où? Tu l'as vu où le match? Frérot, Tu étais en famille? j'ai pas envie de me souvenir de ce genre de. S'il te plaît, s'il te plaît. J'ai pas envie de me rappeler de ce genre de souvenirs, s'il te plaît. D'accord. Passons. C'est ce qu'on appelle le goumin. Passons. Le gourmet footballistique est terrible, hein. Ah, ça, c'est clair. Bref, il y a la remontada en numéro 1. Ensuite, je dirais le match aller de la remontada, le 4-0 du match aller. Mhm. Par contre, ouais, ça, c'est un score auquel je m'attendais absolument pas. Masterclass d'André Di Maria pendant ce match, c'était incroyable, franchement. Mais bon, je vois de courte durée. Et en numéro 3, bah, je garde la qualification de 2024 avec le joli petit carton rouge de notre émissaire Araujo. Et je pense que c'est ce carton rouge qui a totalement foutu sa carrière en l'air au FC Barcelone parce que les supporters du Barça n'ont toujours pas oublié ce carton rouge-là. Mérité. Alors, de mon côté, les trois images qui m'ont le plus marqué. La première, et je n'ai plus jamais vu ce type d'événement, c'est le match retour entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain au Nou Camp, l'année de Carlo Ancelotti, où effectivement le PSG a fait 2 buts partout avec le FC Barcelone, mais au match retour, Javier Pastore ouvre le score, Lionel Messi est remplaçant, et quand Lionel Messi a le feu vert du coach, je sais plus qui était le coach Ah à oui, l'époque. par contre, je me rappelle de celle-là, je me rappelle. Effectivement, donc quand le coach, Ouah, l'aura du joueur. effectivement, quand il se lève et qu'il retire son chasuble
pour s'échauffer. Le Camp Nou, tu avais l'impression que même à la télévision, tu sentais le Camp Nou trembler. Les supporters ont crié. On sentait qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Et ce qui devait arriver arriva. Le dieu du stade est entré sur le terrain. Une accélération. Tous les défenseurs parisiens sont allés sur lui. Petit décalage avec le pied gauche pour une frappe monumentale de Pedro qui permet à l'équipe du FC Barcelone de se qualifier. Je crois qu'ils sont séparés sur les matchs aller-retour, en cumulé sur des matchs nuls. Mais le Barça a moins encaissé de buts à domicile par rapport au Paris Saint-Germain. Donc ça, c'est ma première image. J'ai plus jamais vu ce type de phénomène où un joueur qui est remplaçant, tout le stade attend son entrée et son entrée est déterminante. La deuxième image, c'est le match aller entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone au Parc des Princes, le fameux 4-0. Voilà. Moi, j'ai pas vu le match, mais lorsque je l'ai revu en replay, je crois que ce match-là, le FC Barcelone a frappé une seule fois. Je crois que c'était une frappe de Neymar. C'est comme si c'était la PlayStation et que tous les joueurs étaient à 99. Chaque fois qu'un joueur du Paris Saint-Germain tirait, ça entrait. Di Maria coup franc, des dents. Cavani frappe des dents. Di Maria doublé. Donc, c'est le 4-0. Et enfin, comme tout le monde, c'est la remontada. Moi, elle m'a beaucoup plus touché parce que c'est l'un des rares matchs que j'ai vu dans un bar. En plus, le 8 mars, j'étais en train de regarder le match avec Christian qui est souvent avec nous. Malheureusement, il n'est pas là. Et le mec, il est rentré torse nu. Et ce match-là, c'est un 8 mars. Je crois qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont fait beaucoup d'enfants ce soir-là grâce au FC Barcelone. Donc, bref, les amis, dites-nous dans les commentaires quelles sont les images marquantes que vous gardez des confrontations entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Donc là, les gars, on va donc clôturer l'émission avec les pronos. Il est l'heure de se mouiller. Honneur à l'homme marié qui vient d'accoucher de son premier enfant avec sa première Ligue des Champions. Dr B, quel est ton prono? Moi, je vois bien un petit 2-1 pour le PSG. D'accord, c'est assez haut. Avec un but de... Je vois un grand match de Barcola, par contre. Je vois un but de Barco et voilà, peut-être un but soit Hakimi, soit Mendes dans des latéraux. D'accord. Stevie, quel est ton prono pour ce match-là? Mon pronostic, c'est 3-1 en faveur de Barcelone, avec un but de Lewandowski, de Lamine Yamal et qui je voulais encore? Non, un doublé de Lamine Yamal et un but de Lewandowski. Ouais, t'as oublié Hansi Flick aussi qui met un doublé. Si je comprends bien, tu penses que Lamine Yamal va se transformer en Super Saiyan? Ouais, je crois. D'accord. De mon côté, étant donné que Juan Garcia est forfait, c'est un gardien qui est excellent et que c'est Chesney qui est au goal et que sur la double confrontation entre le Barça et l'Inter, il a concédé 10 frappes et il a encaissé 7 buts. Donc, je partirais plutôt comme Dr B, étant donné que je ne peux pas donner une victoire à mon rival historique, le FC Barcelone. Donc, je partirais sur une victoire du Paris Saint-Germain sur le score de 3-2. Je pense que ça sera un match de folie. Et voilà. Je suis pas très sûr de Chevalier au goal sur le plan des arrêts au sol. Voilà. Si c'était Donnarumma, j'aurais été beaucoup plus confiant. Voilà. Mais je vois une victoire du Paris Saint-Germain 3-2. Et effectivement, je pense aussi que c'est un match pour Bradley Barcola avec ses appels en profondeur. Je crois que Bradley Barcola va montrer au monde entier quel est son véritable talent. Bref, les amis, dites-nous dans les commentaires quel est votre pronostic pour cette guerre des étoiles entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Vous mettez juste le nom de l'équipe plus le score. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification afin que nos émissions vous soient suggérées et surtout de mettre un j'aime et de partager. Prenez soin des vôtres.